Parfait. Donc là, ça nous en identifie comme live. Par contre, on va attendre le temps que tout le monde rejoigne la visio. Je peux regarder le compteur des participants, du coup, je vous ferai signe quand on aura Yes. atteint un nombre suffisant de connectés, et après, j'imagine que des gens nous rejoindront en cours de route. Donc, Allez, venez les gens là. T'as pas lancé l'enregistrement, hein? Alors, de mémoire, l'enregistrement se lance. En gros, c'est la durée du webinar. Donc, quand D'accord, je l'ai démarré, et lorsqu'il va se terminer, ça le coupera, quoi. ça marche. À voir si on pourra le retoucher pour meubler la partie attente. Avec au moins une musique d'ascenseur. Et ça va. Après, on peut discuter. On peut discuter fitness. Ce que je ne ferai plus depuis quelques mois, là. C'est horrible. Ah oui. On y reviendra, Donc, on y reviendra. Et toi, Lucas, tu es toujours sur le marché suisse ou alors tu es sur la France? France, Benelux, Suisse romande et UK. Ok, waouh. Yes. C'est bien, il y a de quoi s'occuper. Ah ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai le Romain maintenant avec moi. Et puis oui, on est toujours dans une phase de démarrage avec des croissances à 3 chiffres tous les mois, parce que voilà, si tu fais doubler 2 clients, 4 clients, 8 clients, voilà, donc ça se passe bien. Mais ouais, le marché, il y a de quoi faire, c'est clair. La je vois concurrence Kay est qui nous a sévère aussi. rejoint. Bienvenue, Kay. Bonjour, le premier invité. Mais oui, la concurrence est serrée, c'est clair. C'est clair. Et comme tout, hein, il y a aussi un des plus gros challenges, c'est de faire changer des habitudes. Quand on parle de clients, de software, d'organisation, voilà, c'est toujours le plus gros des challenges. Mais ça se passe très bien. Il y a un des concurrents qui a toujours pas mis une structure francophone en place, c'est les Polonais. Ah mon Dieu. Ah oui. J'ai un blanc, je ne sais plus leur nom. Ils ont toujours pas mis une structure francophone, donc pour eux, impossible de se développer, hein. Enfin, en francophonie. Ouais. Ah, c'est sûr sur ces marchés-là. Je pense surtout Europe du Sud et France, c'est toujours bien d'avoir des locaux, c'est sûr. C'est condition sine qua non. Je ne pense pas qu'on peut avoir une démarche comme ça, logicielle, juste avec un outil traduit et basta. Mm-hmm. C'est clair. Surtout alors, on est à 33. Est-ce qu'on commence doucement à présenter un petit peu le topic du jour, et on recollera les morceaux avec les retardataires? Ça vous va? Ça marche. Super. Donc, bienvenue à tous pour ce second webinaire de Magic Boost, avec comme sujet vaste comment gérer et développer sa salle de sport avec une stratégie de marketing efficace. Et vous verrez que ce sujet sera étoffé par d'autres topics pour essayer d'avoir toutes les infos pertinentes de notre intervenant de ce jour. Juste pour vous resituer rapidement ce qu'est Magic Boost, Lucas aura aussi l'occasion de présenter notre approche, mais grosso modo, c'est tout simplement l'ambition d'aider les acteurs du fitness dans la gestion de leur entreprise au quotidien, et dans leurs projections et stratégies futures. On s'est donné comme 3 valeurs
principales. La première, c'est d'être très concret dans notre approche, pas de blabla, juste un peu insipide, mais vraiment avoir des éléments concrets à chaque fois, à chaque fin d'intervention. Être assez détendu, ça à vous d'en juger, mais le but c'est quand même d'échanger entre acteurs du fitness. Il n'y a pas d'intérêt personnel derrière, c'est de se partager des bonnes pratiques. Et enfin ouvert, ouvert, vous le verrez, c'est un petit peu la première fois qu'on va réellement être dans le cœur de cette ambition-là, le but c'est de faire intervenir le maximum de personnes pertinent pour vous aider les acteurs du fitness. Et du coup, voilà, l'ambition, c'est d'avoir de plus en plus de monde qui viennent amener toutes leurs connaissances et leur savoir-faire, leur savoir-être au service du collectif de Magic Boost. C'est ça, c'est la philosophie. Hein. C'est la philosophie, le Magic Boost. D'ensemble, on est entre guillemets plus fort, mais surtout ensemble, on échange. Et on échange les points de vue, les perspectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sans transition, on a un invité de prestige, j'ose dire. Un intervenant François Victor, voilà, qui va se présenter juste après dans les détails. Mais voilà, ça représente un peu la philosophie Magic Boost. Aujourd'hui, d'avoir des intervenants de toutes sortes d'horizons, que ce soit français, internationaux et sur différents types de business models. Je propose, Mathias, que peut-être François Victor se présente ou alors bien sûr, honneur aux invités. Honneur aux invités. De luxe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Mathias et merci Lucas pour l'invitation. C'est vraiment super et je me réjouis de participer à ce groupe. Je vous appelle donc de Suisse. Je suis en Suisse actuellement. Où je suis français d'origine, mais installé en Suisse depuis presque toujours. Et ça fait 32 ans, j'ai calculé juste avant de venir vous rejoindre, 32 ans que je travaille dans l'industrie du fitness, où j'ai commencé comme instructeur, beaucoup de cours collectifs, du travail en salle, et puis ensuite du personal training, et puis diverses choses, jusqu'à travailler dans des postes de direction, dans des grands groupes ou des environnements hospitaliers. Et puis les 2 derniers postes, alors mon avant-dernier poste, c'était au sein de Let's Go Fitness. Donc là, je dirigeais une chaîne de clubs. Il y avait 71 clubs et répartis sur toute la Suisse francophone et la Suisse allemande. Donc un gros volume avec 1200 employés et à peu près 70 000 clients. Et puis maintenant, je fais le développement en Suisse francophone cette fois du groupe Update Fitness qui compte 60 clubs, et 60 clubs germanophones. Et puis là, le challenge est de faire le premier pas en Suisse francophone, en Romandie, pour continuer à développer la marque et atteindre un grand nombre de clubs à l'horizon 4-5 ans. 100 clubs, disons, à l'horizon 4-5 ans. Super. Je pense que là, les participants comprennent l'intérêt de t'avoir à nos côtés, François, par cette expérience et ce magnifique CV. On a hâte de te poser toutes les questions. Brièvement, on se présente. Donc moi, je suis directeur général de Fitness Boost. C'est une agence de communication dédiée au fitness, aux acteurs du sport santé. Le but, c'est d'aider par des stratégies web ces acteurs-là à développer leur nombre d'adhérents et leur chiffre d'affaires. Yes, et je me présente Lucas Lefebvre, je représente la marque Magic Line. Magic Line qui est un logiciel de gestion pour salles de sport, que ce soit une petite salle indépendante ou des grands groupes globaux centralisés ou en franchisé. On a une infrastructure technique qui permet de digitaliser l'ensemble des process quotidiens d'une salle de sport. Et je représente le marché Europe centrale, donc France, Benelux, Suisse, UK. Et ravi d'être de nouveau sur ce webinaire aujourd'hui. On avait partagé dans cette joie et du coup, vous l'aurez compris, on est une team européenne aujourd'hui. Du coup, je propose qu'on démarre de suite. Le sommaire, c'est qu'on a beaucoup de questions à te poser, François. Donc, première chose, la question principale, elle va être un petit peu plus large que seulement la stratégie marketing. En tout cas, telle qu'on peut
comprendre la stratégie marketing au quotidien. Là, en gros, il faut vraiment toutes les facettes, pas seulement web, pas seulement physique. Il y a énormément de choses qui vont dans le développement de sa salle au quotidien. Donc, le principe, il va être simple pour ce talk. On a préparé avec Lucas quelques questions et ensuite, ça nous laissera aussi la place à de l'échange impro, mais quelques questions qui paraissaient brosser un petit peu toutes les thématiques qu'on aimerait aborder avec toi, François, sur cet échange et notamment essayer d'avoir tes retours sur ta vision du fitness, sur la manière dont vous vous structurez avec Update et vous vous structuriez avec Let's Go. Et ensuite, peut-être essayer d'avoir des éléments très concrets de ces stratégies de développement, que ce soit sur des clubs existants ou des futurs clubs, puisqu'on sait que ces deux groupes-là se développent assez rapidement. Et donc, sans plus attendre, je vais te poser la première question qu'on a pu préparer. Donc, pour juste de donner le cadre, donc nos interlocuteurs sont principalement français, mais on a volontairement cette envie d'avoir aussi ce retour sur comment fonctionne le marché suisse. En France, on a un petit peu on va être assez stéréotype. On a cette impression qu'il y a soit du low cost, soit du premium dans le positionnement des marques, que ce soit indépendant ou franchise. Et je voulais te poser la question justement de savoir s'il y a encore une place sur le marché du fitness si on n'est pas positionné sur du low cost ou sur du premium. Ouais, alors, je pense que définitivement, il y a une place. Je ferai un petit peu l'analogie par rapport à ta question sur la restauration. C'est-à-dire qu'on peut avoir du fast-food, je ne sais pas, disons McDo, pour ne pas citer de marque, et des restaurants étoilés. Mais entre deux, il y a toujours le restaurant, la bonne table sympa, qu'on connaît bien dans telle ville, où on y va parce que c'est bon et le personnel est super sympa et on passe un bon moment. Donc oui, clairement, il y a de la place. Et ça, c'est aussi une option de marketing. Tu évoquais le marketing par rapport à la digitalisation. Mais le marketing, c'est aussi se mettre en avant par ses qualités propres. Et oui, il y a une place entre les deux. Et je pense qu'il faut s'y engouffrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Il y en a qui n'auront peut-être pas les moyens d'aller vers le premium, vers le high-end du fitness. Et par contre, le low cost ne leur convient pas du tout parce qu'il y a trop de bruit, parce que ça a tous ces inconvénients aussi. Il y en a. Et ils veulent se retrouver dans quelque chose de différent. Super. Ouais. Merci, oui. Si je peux rebondir là-dessus, on est effectivement en contact avec des salles de sport, parfois entre les deux, comme cela, et on remarque qu'il y a des petites pépites locales / régionales, avec des salles un peu isolées, on dirait un peu dans des no man's land, mais qui derrière ont un concept qui est tellement clair et honnête que ça fonctionne. Et je pense que, ouais, effectivement, pour chaque nouveau projet, une entreprise, si vous avez l'idée de lancer un nouveau concept, etc., essayez justement de vous différencier de cette manière et profiter parfois de ce que vous pouvez qualifier comme un inconvénient. Par exemple, une région trop vide ou personne ne fait du sport ici. Je pense que… Ouais, pour rebondir également, la question elle était volontairement clivante parce que c'est comme ça qu'on va dire qu'un œil extérieur ou peu au fait va résumer le marché du fitness. Après, le low cost et le premium, la réalité, ça va peut-être plus se retrouver dans le coût des abonnements présentés, mais un indépendant va difficilement lui-même se dire je me positionne sur du low cost en service. Parce qu'il dénigrerait fortement ce qu'il met en avant et on a tous envie de proposer du premium dans la manière dont on propose du coaching, des machines, etc. Donc je suis complètement d'accord. Là, dans nos retours, que ce soit en France ou en Suisse, on voit des acteurs qui savent justement pas comprendre un petit peu le marché autour, donc savoir, comme tu le dis François dans ton exemple, quels sont les fast-food autour et les très bonnes tables et d'arriver à tirer son épingle du jeu en connaissance. Donc, merci beaucoup pour ça. Je rebondis, c'est ce que dit Mathias avec peut-être une autre question derrière. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, OK, France,
France ou Suisse? Est-ce que tu as, dans ton expérience, constaté d'énormes différences en termes de comportement client, de business model, de concept? Parce que bon, on a toujours cette idée de la Suisse, peut-être très premium, haut de gamme, et le contraire pour la France. Est-ce que ça se confirme dans le monde du fitness? Alors, oui, je pense qu'il y a des analogies, il y a des différences. Je pense qu'il y a, quand j'ai commencé, moi, comme je vous disais, je suis français d'origine, je suis venu de France pour travailler en Suisse, que j'ai pu quitter après. Mais il y a 30 ans, clairement, les FIT recrutaient des Français parce qu'en Suisse, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'école pour qualifier des instructeurs. Mais graduellement, en 20 ans, ils ont rattrapé ce retard-là et maintenant, il y a plusieurs écoles privées qui existent, mais ils ont lancé un apprentissage de 3 ans pour qualifier un instructeur de fitness. Donc, ils sont en train de l'institutionnaliser. C'est une formation d'État, 3 ans pour qualifier l'instructeur fitness. Et au niveau des clients, je pense que les attentes sont sûrement un peu différentes. Les attentes du client suisse sont très, très élevées en termes notamment de propreté, d'organisation, de rangement. Pour ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. Si le centre ouvre et qu'il y a 2-3 poussières, alors là, c'est une résiliation directe. Et ça, je pense qu'on peut. Tous les clients sont sensibles à ça, mais ici, spécialement. C'est le côté allemand qui ressort. Probablement, mais c'est vraiment un facteur important. C'est le numéro 1. Il faut que la salle soit ultra propre. Peu importe la gamme. Peu importe la gamme, bien sûr. Et c'est des facteurs de résiliation très, très importants. Le club n'était pas propre, je résilie mon abonnement direct. Même si les profs sont sympas, c'est rédhibitoire. Et là, en période Covid, ça a dû être d'autant plus exacerbé. Surmultiplié, puisqu'il fallait faire intervenir les équipes de nettoyage plusieurs fois dans la journée, que les instructeurs aussi prennent une part dans le nettoyage de façon très, très active. Et d'un point de vue marché, est-ce que quelles sont les similarités que tu vois là? T'en toucher un mot sur les adhérents ou les personnes qui pourraient adhérer font attention énormément en Suisse à la propreté des installs et des lieux. Est-ce que tu vois d'autres similarités dans le schéma? Parce que pour te donner une ordre d'idée, on parlait souvent dans le premier webinaire et on en parle assez régulièrement du peu de pénétration du marché français dans le fitness. Est-ce que tu as des éléments de comparaison ou de similarité avec Oui, effectivement, il y a une différence fondamentale à ce niveau-là. Je crois qu'en France, on est autour de 8-9%, quelque chose comme ça, alors qu'en Suisse, on s'approche plus des 15%. Il y a une vraie culture fitness en Suisse, qu'elle soit francophone ou allemande, il y a une vraie culture de fitness. Ce qui fait aussi qu'il y en a beaucoup. C'est très dense en termes de fitness. D'accord. Une vraie culture, ouais. Qui est peut-être pas, et je pense qu'elle peut s'expliquer, il n'y a pas tout ce tissu associatif qu'il y a en France. Donc en fait, les gens, ils n'ont pas l'alternative de l'association, mais pour faire une activité indoor, le fitness apparaît comme l'activité principale. D'accord. Est-ce que c'est souvent en complément d'activité physique ou sportive ou c'est Non, pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'au fil des années, le fitness est devenu le sport le plus pratiqué au monde, en fait. Et la Suisse ne déroge pas à la règle, avec de nombreux pratiquants qui ne viennent que pour ça. Et on voit aussi, comme exemple, tellement de gens qui font du vélo indoor, des cours de cycling, et qui ne vont jamais faire du vélo sur la route. C'est dommage en Suisse. Oui, ça coûte un peu, c'est dur. Hein, mais ça a créé, le FIT a créé son propre public, en fait. D'accord. Parfait. Alors, j'en profite justement pour embrayer avec une question plus générale à tes conseils que tu pourrais donner à nos interlocuteurs sur le développement des salles. En premier lieu, en France actuellement, je te laisse nous dire si c'est la même chose en Suisse, mais parmi les nombreuses difficultés rencontrées par les gérants de salles dans ces temps durs, il y en a un qui est particulièrement difficile, c'est le recrutement.
Globalement, le portrait, c'est qu'il y a peu de coachs, ou en tout cas de qualifications de coach disponibles, puisqu'il y a beaucoup de reconversions. Est-ce que tu as justement des conseils pour ce recrutement sur un axe qui est vraiment stratégique et clé pour le service de la salle d'un gérant? Moi, je donne mon expérience. Ce que j'essaye de faire dans la lecture d'un CV, c'est pas tant ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il peut faire pour l'entreprise. Et je pense que des fois, on s'arrête trop à ce qu'il a fait. Mais des fois, le candidat ou la candidate n'a pas continué dans un poste parce qu'il ne s'est pas bien entendu avec le manager. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon instructeur ou une bonne instructrice. Donc, je pense qu'il faut avoir cette perspective-là, avoir cette vision de qu'est-ce qu'il peut m'apporter plutôt que ce qu'il a fait. Et puis, alors, moi, je suis très attentif au savoir. Il faut quand même un minimum de savoir. Je sais quoi je parle. Ça, c'est fondamental. Mais au-delà du savoir fondamental, il y a aussi le savoir faire et le savoir-être. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure personne au monde qui a des qualifications en anatomie, physiologie extrême, mais qui n'est pas capable de les transmettre. Et le grand problème, il est là. C'est-à-dire qu'on voit des fois maintenant dans les FIT des instructeurs qui sont adorés par les clients, mais qui n'y connaissent rien, ont tout juste un tout petit niveau, ils ont fait un week-end de quelque chose. Et puis, on a des instructeurs super qualifiés, avec des degrés de master, de je ne sais pas quoi, mais par contre, qui n'arrivent pas à le transmettre. Et c'est un petit peu cette alchimie-là qu'il faut essayer de donner. Et en ce sens, pour essayer de la provoquer, cette alchimie, il est toujours bon d'avoir un programme d'introduction dans l'entreprise, de formation de l'employé dans l'entreprise, plutôt que de lui dire, OK, ben, imaginons, alors, Mathias, super, allez, tu commences, allez, c'est ton premier jour, vas-y, hein, vas-y. C'est difficile, ce serait difficile pour toi et pour moi. Je pense qu'il faut que ça se prépare. Et pour que l'employé soit comme on veut, il faut préparer toute une formation d'introduction à l'entreprise. Parfait. Ouais. Justement, pour rebondir là-dessus, là, on parlait plutôt de la partie recrutement, un peu plus global à la partie gestion. Une autre difficulté courante dans toute entreprise et un petit peu plus fragilisée pour le fitness sur ces dernières années, c'est la partie gestion financière, gestion des charges à surveiller, et potentiellement des conseils que tu pourrais nous donner sur les investissements à faire dans le cadre de développement, que ce soit de la salle ou d'autres ouvertures. Je dirais déjà, c'est le day-to-day, le jour le jour, c'est de bien surveiller. Alors, c'est le loyer et les charges du personnel qui sont des KPIs importants. Ouais. Le loyer, c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas changer. Bon, faut espérer qu'avec le Covid, chacun et chacune a pu négocier quelque chose avec son propriétaire. Mais le facteur chiffre d'affaires, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder par rapport à sa charge de personnel. C'est-à-dire qu'on peut toujours comparer ma charge de personnel, le chiffre, combien ça me coûte, et combien de chiffre d'affaires j'ai généré. Et communément, on donne un pourcentage. Il ne faut pas que la charge de personnel elle dépasse 30% de ce chiffre d'affaires. Et ça, c'est important de faire, c'est un calcul très simple, hein, c'est une règle de 3, et on regarde où on en est. C'est-à-dire qu'on pourrait voir que le club marche très fort, on commence à avoir un très fort chiffre d'affaires, et là, je me dis, OK, le pourcentage devient trop faible, il faut que j'engage. Ou alors, à contrario, mon chiffre d'affaires n'augmente pas assez, et ma charge de personnel est trop élevée, il faut que je fasse une correction dessus, soit en réduisant un petit peu des heures ou en faisant une adaptation, mais on ne peut pas le gérer de façon aléatoire. À un moment, il faut regarder combien coûte le personnel et quel chiffre d'affaires il génère. Super. Parfait pour cette formule. C'est vrai que ça paraît trivial, mais c'est Et c'est concret. Voilà, c'est du pur bon sens. Hein. La gestion d'une entreprise, même un grand groupe, ça tient quand même du bon sens. Okay. Ouais. Et en parlant de bon sens, toi qui as participé à l'extension d'un réseau, maintenant de 2 réseaux de
salles de sport, donc avec voilà, 60 et 70 salles. Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer concernant voilà, l'étude de marché préalable? Voilà, les 2-3 conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite ouvrir sa salle de sport? Alors, ça, c'est quelque chose de très important, effectivement. Déjà, dans sa recherche de locaux, il faut qu'il ait au préalable fait un business plan pour que ce fameux prix du loyer ne devienne pas une charge qui est incompressible et qui ensuite, il la traînera comme un boulet tout le temps. Donc, il faut qu'il sache quel sera son business model, mais qu'il essaye d'avoir un loyer peu cher. Parce que dès qu'il aura signé son bail à loyer, imaginons pour 10 ans, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, on va signer entre 5 et 10 ans, même 20 ans, on ne le casse pas comme ça. Donc, déjà, être très, très attentif au loyer qu'il va avoir et aux charges accessoires que le propriétaire va lui donner et qui seront impactants directement dans la gestion. Et puis, des fois aussi, quand on commence, on a envie d'être un peu tout seul, d'être exclusif dans un endroit. Il ne faut pas hésiter des fois à se mettre plutôt dans le flux. Où sont mes concurrents? S'ils sont tous dans un endroit relativement marqué, c'est qu'il y a une raison. C'est que probablement le bassin de population est important et que c'est un endroit, c'est the place to be. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là, en regardant toujours le prix du loyer, mais à s'installer où sont les autres, puisque c'est là qu'est le flux client et où j'ai le plus de chances de générer du lead, même du lead spontané. Il y a souvent une logique business qui dit que quand on a déjà un de nos concurrents qui est à peu près sur le même secteur, enfin, même gamme de prix que nous, c'est intéressant de s'y installer pas loin parce que il a effectué cette action d'ouverture et de développement de awareness concernant le business model, etc. C'est d'ailleurs pour ça que certaines grandes chaînes s'installent toujours à côté de salles existantes. C'est une stratégie qui, pour moi, est un peu dangereuse, surtout si on est tout seul. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, selon ton expérience, a marché? Oui, clairement. Ouais. Oui, Okay. clairement. Vaut mieux s'installer là où il y a déjà quelqu'un, entre guillemets. Oui, où il y a du monde. C'est pas par hasard. Regardez une implantation d'un McDonald's, par exemple. Ils ne choisissent pas le fin fond de la campagne. Ils ont vraiment des points très précis d'emplacement. Il peut y avoir un autre concurrent à 50 mètres. Ils vont aller là. Ouais. Je pense que c'est un très bon exemple. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est changer son modèle en cours de route. Si je suis dans l'ouverture, j'ai fait mon concept, je suis autour des concurrents. Il ne faut pas un petit peu faire la girouette et puis rechanger son prix. Non, je suis conscient de ce que je peux faire et je n'hésite pas à me mettre à côté des concurrents pour réussir. Super. Un exemple, ça pourrait être dans la projection d'une ouverture d'une salle dans une région ou un département sur lequel on a des vues, soit de la vraie zone urbaine, soit potentiellement des zones commerciales en développement ou déjà développées. Alors, les zones commerciales, alors la zone urbaine, définitivement. Les zones commerciales, alors je parle pour la Suisse, nous, on voit des fois des difficultés à implanter des clubs dans des zones commerciales. En fait, on s'aperçoit que les gens qui fréquentent ces malls, ils viennent pour faire des courses, mais une fois que les courses sont faites, ils mettent dans le coffre et leur objectif, ensuite, c'est de revenir à la maison, les ranger, les remettre au froid, enfin, s'en occuper. Et pas toujours je mets tout dans le coffre, je prends mon sac, je reste au même endroit et je fais du fit. Et il y a des fortunes diverses dans les installations. Là, je parle que de mon expérience, mais des fortunes diverses dans les implantations dans des zones commerciales. C'est intéressant parce que pour le coup, sur le marché français, je n'ai pas vraiment de regard sur si ça fonctionne beaucoup ou pas, mais on voit des salles dans toutes les zones commerciales et notamment des grands malls. On va, je sais pas, à la Défense ou à la terrasse du port à Marseille ou à Lyon, à Pardieu. Enfin, ces grands espaces de zones commerciales où il y a presque ce côté lifestyle on passe du temps, quoi. On passe du temps, donc on va faire notre session shopping, mais c'est une session de 3 heures où derrière, il y aura 1 heure d'exercice en salle à côté, quoi. Alors, c'est peut-être une grande différence Oui, entre la c'est Suisse pour et la ça, France. carrément. Ouais.
Je pense qu'on a bien discuté du premier topic. Il est presque déjà midi. On peut peut-être embrayer sur le second topic, François, qui est aujourd'hui un petit peu, c'est la prospective. Qu'est-ce que aujourd'hui tu vois comme tendance qui sortent au milieu du fitness? On parle des salles hybrides, où le Covid a accéléré les choses, ou aujourd'hui une salle qui ne propose pas une offre un peu digitale et d'entraînement à la maison, et serait peut-être désavantagée aujourd'hui, quelque chose qui est très fort. Est-ce que tu vois, toi, d'autres tendances qui émergeront d'ici un avenir proche? Moi, je pense que le Covid a redistribué les cartes. Je pense que de toute façon, on aurait eu un virage dans le fitness. Il y a, à mon sens, peut-être que les gens qui écoutent aussi l'ont ressenti, il y a un vrai virage dans le fitness, c'est-à-dire qui a été amplifié par le Covid. Les gens ont pris plus conscience de l'aspect santé. C'est pas que les autres objectifs de se muscler ou sont des mauvais objectifs, ils le resteront, il faut garder cette clientèle-là. Mais il faut qu'on arrive à conquérir une clientèle qui a été sensibilisée à l'importance de la santé et toute cette sédentarité qui a été amplifiée par je reste chez moi, je ne peux plus bouger, je suis confiné, eh bien, il faut s'en servir comme d'un tremplin pour pouvoir proposer des nouveaux services à des clients, mais qui dépassent juste le niveau de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on peut faire venir des gens dans un fit parce qu'ils sont stressés. Avant, on faisait venir des gens dans un fit pour se muscler, perdre du poids. Mais là, on peut aussi toucher toute une clientèle qui, à force de rester assis sur sa chaise, a développé des pathologies du rachis, qui a des douleurs articulaires. J'ai eu la chance d'expertiser une entreprise où il y avait 30 employés et à cause du télétravail, les 30 ont dit on a des soucis cervicaux. Donc, on a fait tout un assessment dessus et ils avaient tous des pathologies cervicales parce qu'en fait, en travaillant chez eux sur des chaises pas très bien adaptées, ils ont tous, ils n'étaient pas bien. Alors, en un, leur employeur, il leur a acheté des chaises, et puis en deux, il leur a conseillé de faire une activité physique. Et là, si vous proposez un produit adapté, clairement, vous vous positionnez vers, à mon avis, le futur du fitness, c'est de continuer ce qu'on a fait. Il ne faut pas renier ce qu'on a fait, mais augmenter sur des nouvelles cibles, le stress, la nutrition est un petit peu plus simple peut-être, les pathologies articulaires notamment. Et en parlant de ça, je vais même me lever maintenant, parce que je suis trop assis. Merci pour le conseil. Quand on parle de ça, justement, on parle aussi qu'aujourd'hui, ça peut uniquement passer par un accompagnement serré et personnalisé de chaque membre. Donc aujourd'hui, tout le monde le dit, on fait de l'accompagnement, du coaching, personal training, etc. On est certain que c'est une tendance qui continue, mais est-ce que c'est, selon toi, possible de ce qu'on pourrait dire en anglais, de scale up, de faire en sorte que ça soit justement, même pour une petite salle, possible? Je pense que ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Je me rappelle avoir toujours vu, le client arrive dans la salle et on lui dit, mais alors rassurez-vous, Lucas, vous signez chez nous parce qu'on va s'occuper de vous. Il y aura toujours quelqu'un pour vous prendre en charge. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on est dans une salle de fit et qu'on est 1 ou 2 employés, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est impossible de le faire comme un personal trainer. Donc, il faut construire une stratégie. Alors, pourquoi pas le dire? Mais si on le dit, il faut que cette stratégie-là elle soit écrite, structurée, pour qu'ensuite, si on est 2, Mathias et moi, on arrive à s'occuper de plein de gens, mais selon un modèle précis. Si on le fait en freestyle, c'est quasiment impossible. Peu industrialiser la personnalisation, en quelque sorte. Oui, l'organiser et faire qu'on arrive à donner des modèles aux gens et les alimenter régulièrement, mais sans en laisser certains pour compte ou sans faire des fausses promesses. Parce que si d'emblée on dit « rassurez-vous, il y aura toujours quelqu'un », ça ne marche pas. J'ai vu plein d'exemples et dernièrement, je discutais avec des clients et je leur dis « mais c'est quoi votre gros problème ?» Ils disent « moi, je suis assis sur la machine
l'instructeur, il est à la réception, il boit un café avec des gens ou des potes, et il ne vient pas vers moi. Et le grand problème, il est là, c'est qu'on promet à la signature, et puis des fois, alors la plupart le font bien, hein, mais des fois, dans certaines structures, ça ne suit pas. Et les gens sont un petit peu sur leur faim. Et c'est souvent parce qu'il n'y a pas un process qui est clairement établi. Et ça revient sur le recrutement dont tu parlais, Mathias, tout à l'heure. C'est, j'ai été engagé, qu'est-ce que je dois faire? Quel est vraiment mon rôle? Et je pense que ça deviendra plus clair ensuite, et pour le collaborateur, mais aussi pour le propriétaire ou le manager du club. Je manage une équipe et je sais qui doit faire quoi. Super. Là-dessus, tu as un petit peu un peu mentionné sur ce virage santé qui est très intéressant. Qu'est-ce que concrètement tu identifierais? J'ai l'impression que tu en as commencé à en parler avec la nutrition et autres, mais qu'est-ce que concrètement tu identifierais comme ces armes qui permettront au fitness de s'asseoir comme acteur santé? Puisqu'aujourd'hui, en tout cas en France, il y a eu beaucoup de communication de la part des acteurs du fitness pendant la période Covid sur notamment essayer de se faire entendre comme acteur santé, mais on a senti que l'opinion publique ne faisait pas du tout ce rapprochement évident. Quelles sont pour toi les manières d'asseoir cette relation-là? Alors, j'ai un tout petit peu peur de la réponse que je vais te donner. J'ai un tout petit peu peur, malheureusement. C'est que, mais en Suisse, alors c'est pareil, dites-moi si c'est comme ça en France, c'est que le fitness souffre d'un déficit d'image, mais hallucinant. C'est-à-dire que les profs de fit, ils sont considérés comme des rigolos, quoi, comme des amateurs. Bon, tout juste, on va leur dire mais qu'est-ce que tu fais comme vrai métier? Ça, c'est pas un vrai métier. C'est quoi ton vrai métier? On m'a déjà dit ça. Hein, c'est quoi ton vrai métier? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut d'abord travailler. C'est l'image. Le fitness a une image, malheureusement, qui n'est pas bien. Alors que de nombreux acteurs, mais votre initiative en fait partie, hein, cherchent à revaloriser l'image du fitness. Et je pense qu'il faut qu'on se retrouve tous les manches pour essayer de donner une meilleure image, parce que malheureusement, elle n'est pas bonne. Je pense qu'en partie, elle est due au fait, et ce qu'on a un tout petit peu perdu au cours des années, c'est qu'avant, il me semble qu'on travaillait plus avec la réflexion. Maintenant, on est dans la reproduction. C'est-à-dire qu'on nous donne des trucs, on nous donne des programmes, des cours, par exemple, et on les refait, on les refait. On les reproduit, mais on a perdu un petit peu l'analyse. On a perdu un petit peu ce sens de pourquoi je le fais, quelle est ma stratégie, et ce sens critique de dire mais cet exercice est-il vraiment bon? J'ai vu certains cours où c'est pas terrible. Hein. Globalement, c'est bien, mais il y a 2-3 exercices pas terribles. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre ça en question et manifester son mécontentement parfois ou dire pourquoi. Mais le truc le plus important, c'est ramener de l'image, et ça, on le ramènera avec la connaissance. Il faut avoir du savoir, il faut un savoir de base. Autrement, on ne sera jamais, malheureusement, des interlocuteurs corrects. Légitime, ouais. Il y a une petite question dans le chat. Est-ce que tu conseillerais donc d'axer et peut-être après c'est le pont vers le troisième et dernier point, la stratégie marketing. Est-ce qu'il faut axer sa communication sur le bien-être plutôt que le fitness? Parce que de manière générale. Je pense qu'il faut garder les deux. Je pense qu'il ne faut pas être trop clivant ou faire des dichotomies. Je pense qu'on peut dire dans mon fit, venez, hein, parce que moi, je peux vous proposer une prise en charge bien-être. Je peux vous proposer une prise en charge prépa vélo, par exemple, et vous faire une prépa prise de masse musculaire. Je pense que c'est peut-être un service supplémentaire et des formations complémentaires qu'on donne à son équipe pour ajouter une corde de plus à son arc et donc un potentiel prospect supplémentaire. D'accord. Ouais, oui. Ça a du sens. Et c'est aujourd'hui, je pense, une des manières de gagner des nouveaux membres et d'attirer des prospects vers sa salle de sport. C'est la manière dont on va justement expliquer nos offres et l'accompagnement d'une salle sur son site web, sur n'importe quel un agrégateur d'offres, etc. Et donc, de manière générale, quels autres conseils donnerais-tu pour attirer plus de chalands et de prospects pour une salle de sport aujourd'hui? Alors,
juste avant de passer sur un virage qui sera peut-être un petit peu plus digital en marketing, c'est si l'exploitant veut acheter du matériel. Des fois, on se met en tête que la solution, c'est d'avoir telle ou telle machine ou tel équipement. Ouais. Alors, pourquoi pas, mais l'acheter pour l'acheter n'a pas de sens. Il faut avoir une stratégie. Je me rappelle à l'époque où j'étais avant les 70 salles, les staffs disaient il faut absolument acheter la super machine fessier de chez telle marque. Mais je dis oui, il n'y a pas de souci, mais tu veux en faire quoi? Parce qu'autrement, 2 mois après, ils vont vous dire ah, mais il y a une nouvelle machine qui est sortie, c'est la Maxi Plus. Donc, pourquoi pas faire des investissements en matériel, par exemple, mais c'est une stratégie. C'est si j'achète cette machine-là, c'est pour faire ça, ça, ça et ça, et le proposer à mes membres. Et là, je rebondis alors sur l'aspect comment faire savoir que j'ai une super offre. Ben là, à travers une stratégie de communication, alors là, ce serait plutôt digital, je vais dire à mes membres, j'envoie, et à mes non-membres, venez chez moi, j'ai une super machine. Vous voulez la meilleure machine des fessiers? Elle est chez moi. Venez l'essayer. Plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne visiter ou se soit inscrit pour que je la lui donne. C'est trop tard à ce moment-là. Mais il faut utiliser cet équipement-là et toutes les ressources pour faire une stratégie de communication de type inbound marketing. Du marketing de contenu. Et là, si j'ai une plus petite salle, ben, c'est plus adapté. Une plus petite équipe, je suis conscient de mes forces, ben, je les mets en valeur à travers une stratégie inbound où là, je vais générer du lead qualifié. Les gens que je les touche parce que ce que je leur propose, ça les intéresse. Vous avez mal au dos? Ben, faites un test sur le dos. J'ai un petit protocole de test. On va voir où vous en êtes. Et puis, si le résultat, par exemple, n'est pas bon, ben, venez faire une séance d'essai. Venez visiter, venez pour un entretien. Et là, on arrive à avoir des gens, quand ils vont venir, ben, je sais, OK, Lucas est venu, il s'est inscrit à la suite du test qu'il a fait sur les lombaires. Il n'avait pas un bon test. Ben, je sais ce que je vais lui donner. Et je suis donc, à ce moment-là, plus pertinent que la grande salle qui va faire là de l'outbound marketing et mettre du 4x3 partout, des messages télé, radio. Je ne peux pas lutter contre ça. Mais si je fais du marketing de contenu sur mes forces, sur mes investissements humains et en termes de matériel, eh bien, je me donne toutes les chances de pouvoir réussir. Et c'est cette question de communication. Parfois, en parlant avec certains gérants de salles de sport, j'ai l'impression qu'ils omettent de communiquer sur des choses simples, mais qui ont quand même leur importance. Parce qu'ils estiment que c'est donné. Par exemple, ils me disent, ouais, ben, moi, j'ai certains membres qui sont contents, et parfois, ben, j'espère qu'ils vont en ramener d'autres. Et je leur dis clairement, ben oui, mais est-ce que tu l'as officiellement dit que tu as peut-être un programme de recommandation? Si cette personne ramène quelqu'un, il a une réduction, par exemple. Le parrain et le parrainé ont des réductions. Et ils font, ouais, on le fait. Et je dis, bah, OK, mais où est-ce que je le vois? Où est-ce que je le vois? Tu assumes que les gens vont le faire parce qu'ils sont contents. C'est déjà une bonne chose parce que tu fais en sorte qu'ils soient contents. Mais derrière, communique haut et fort qu'il y aura une récompense derrière pour qu'ils soient ambassadeurs. Et même si ça paraît insignifiant et que presque toutes les salles le font, il ne faut juste pas hésiter à le dire, même si c'est quelque chose qui semble basique. Effectivement, et puis ça permet de faire de la diff aujourd'hui pour parlons du prospect qui est en train de chercher une salle. Bah, toutes les salles présentent des machines de cardio, des machines de muscu, il y a des vestiaires, il y a un sauna, la plupart du temps il y a une salle de cours, tout le monde a ça. Donc c'est plus la peine de lire, faut le citer quand même, mais c'est pas sur ça qu'on va faire la différence. Il faut être assez vigilant. Si on veut faire la différence avec le prix, c'est un certain risque, parce que c'est le plus bas possible, attention avec sa rentabilité. C'est pour ça qu'il vaut des fois mieux faire de la promotion sur du content marketing, sur mon savoir, sur la satisfaction de mes clients, comme tu l'évoquais juste avant, parce que ça, c'est une dynamique positive et ça fait aussi que, en parlant de ses avantages, on implique son équipe. Ce n'est pas le manager qui décide de tout et qui dit on va faire une campagne comme ça, mais ce serait de dire à l'équipe, il faut qu'on communique sur notre savoir-faire
ce qu'on a. Et là, on implique tout le monde, une énorme dynamique pour pouvoir ensuite communiquer au plus grand nombre. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est qu'on ne sait pas tout faire. Et je pense qu'à un moment, toute cette création de contenu, on peut le faire parce qu'on est passionné, parce qu'on... Et on doit aussi savoir donner la tâche de le distribuer, de le mettre en forme à des professionnels. Si on essaye de faire soi-même, ce sera du bricolage. Et on n'aura peut-être pas les bons retours. N'hésitez pas, vous peut-être acheter moins de machines et puis mettre peut-être un petit peu plus de budget sur des professionnels du marketing qui vont vous faire même pour de l'inbound marketing, même sur des budgets acceptables, hein. Ce n'est pas forcément des gros budgets, mais en se faisant aider par des pros, ben là, vous vous donnez le plus de chances de mettre en valeur ce pourquoi vous faites le métier, en fait, et de transmettre la passion. Super, merci beaucoup François, c'est hyper intéressant. J'en profite justement parce qu'il y a un remerciement sur le chat que je me permets de lire. Merci François, vous exprimez bien tous les trois l'importance de ces choses simples que l'on oublie trop souvent dans le marketing du quotidien. C'était une question que j'avais identifiée à te poser et auquel tu as déjà répondu, donc c'est top justement sur le fait que trop souvent des salles se sentent un petit peu le petit poussé démunis face à des acteurs qui ont ces gros budgets de franchise avec du coup des très bonnes machines, etc. Mais comme tu l'as très bien dit, il y a le facteur humain qui est essentiel et sur lequel on peut faire très clairement jeu égal. Là, l'aspect communication, il y a des stratégies qui sont accessibles aussi, sans que ce soit tout de suite de finir en pub dans le JT de TF1, etc., etc. Donc, oui, merci beaucoup. Je pense que là, on a brossé, on aura envie que ça dure plus longtemps, je te l'avoue, parce qu'il y a encore d'autres questions qu'on avait identifiées, mais le temps file. On a identifié quelques thématiques et pourquoi pas dans le futur revenir à t'inviter à nouveau pour présenter d'autres thématiques dans le milieu aussi vaste que le fitness. Juste pour conclure dans ce qu'on veut faire dans les informations et les nouveautés de Magic Boost. Sur la suite, déjà, voilà, c'est la fin de l'année, donc de passer de bonnes fêtes à toutes et tous. Les avancées quand même, depuis notre premier webinaire et un peu l'annonce de ce collectif, c'est que vous découvrirez bientôt un site web dans lequel nous diffuserons notamment ces webinaires qui seront accessibles et bien entendu gratuits. Et on a cette ambition justement que ce site soit la porte d'entrée à divers contenus qui ne seront pas simplement ces interventions ponctuelles, même si elles feront toujours partie de notre cœur de communication, mais pourquoi pas des articles, d'autres supports de communication qui permettront d'aller un petit peu plus loin que les sujets que l'on aborde en échange. Toujours dans l'objectif d'accueillir des personnes compétentes et experts dans chaque domaine. Hein. Si on produit un petit tutoriel ou un livre blanc sur un sujet spécifique, voilà, l'objectif, c'est de faire participer les meilleurs du milieu sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez une volonté de participer, quelque chose à présenter. On est ouvert. Parfait, mais en tout cas, on reviendra tous près de vous bientôt pour le prochain webinaire sur janvier. Merci encore François, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup François. La qualité de ton intervention et ta participation. N'hésitez pas à contacter François via LinkedIn. Je crois que tu es assez actif si vous avez des questions. Et auprès de nous aussi, Lucas et moi-même, on propose évidemment à chaque fois, si vous le souhaitez, aller un petit peu plus loin dans les questions que ça peut évoquer à votre situation personnelle, un audit gratuit du business, justement dans les thématiques qu'on a abordées, mais pas que, comprendre un petit peu votre situation et vous faire des conseils. Voilà, on est ravis de votre présence à tous et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt. Fête. Au revoir François, au revoir Mathias. Merci infiniment, bye bye. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Bye.